vas? Désolé pour le Je small talk, mais j'ai besoin de je vais savoir comment tu vas. je vais très bien. Écoute, non, je suis un peu malade, c'est pas vrai, je vais pas très bien. J'ai un peu mal à la tête et j'ai un peu des frissons, mais sinon, à part ça, ça va. Et toi? Mais écoute, ça va super, comme d'hab. Comme d'hab, ça va Et super. voilà, j'ai rien d'autre à ajouter là-dessus. Euh, Comme tu sais, je suis en train de chercher après, en gros, une boîte qui me plaît à monter. Alors j'en ai déjà plein que j'en ai déjà trouvé plein, j'ai plein d'idées de ça, bref. Mais je suis retombé dans une vieille théorie que j'avais eue à l'époque, quand j'avais vu une vidéo de Oussama Ammar, qui expliquait ça beaucoup mieux que ce que je m'apprête à expliquer. Mais en gros, aujourd'hui, dans le monde du travail et dans le monde de l'éducation, il y a deux grands modèles qui s'opposent. Alors, je ne suis pas du tout un pro des sciences, entre guillemets, sociales, mais je vais les exposer quand même. C'est la théorie du signal et la théorie du capital humain. La théorie du capital humain, c'est la théorie qui dit que plus tu investis en toi, et donc plus tu investis dans tes études, eh ben, plus ton salaire ou ton retour sur investissement sera grand. Donc, si tu fais 5 ans à Harvard et puis 3 ans ailleurs à Caltech, et puis que tu fais je sais pas moi, un PhD, etc., eh ben, en théorie, c'est comme ça que tu auras la plus belle courbe en termes de retour sur ton investissement en capital humain. Et puis, tu as la théorie du signal qui dit, euh, en accomplissant, par exemple, je sais pas moi, un master en philo, ça envoie un signal au marché que tu es capable de faire d'autres trucs. Donc, typiquement, euh, il y a beaucoup de CEO aux États-Unis qui ont fait des masters en philo et qui se retrouvent CEO de boîte et qui forcément n'ont pas fait forcément de l'économie à la base, etc. Mais au fur et à mesure du temps, et ben, en fait, ils ont appris. Et donc, il y a une théorie qui est plutôt euh, proactive en mode on accumule et une théorie qui est plutôt réactive en mode on envoie un signal, ça veut dire qu'on est capable de faire d'autres choses et ces autres choses, on va les accomplir sans forcément investir énormément de temps et d'argent Donc, pour recevoir une certification. ce que tu veux dire, c'est que leur master en philo, en soi, il les a pas forcément aidés à créer une boîte, ce qui, je sais pas si c'est vrai ou pas, Mhm. en vrai. Mais par contre, les projets qu'ils ont lancés à gauche, à droite, les échecs qu'ils ont eus et les petites réussites qu'ils ont eues, ont envoyé plein de signaux sur le marché qui font que des gens leur font confiance pour leur attribuer Exact. du capital, des ressources humaines, etc., etc. Exact. Ok. Et en fait, la théorie du signal, c'est la théorie qui avait le plus de vent en poupe à la fin de la Seconde Guerre mondiale parce qu'il n'y avait pas assez de main-d'œuvre. En fait, avec la Seconde Guerre mondiale, il y a eu énormément de morts, énormément de disparition de main-d'œuvre, quelque part. Et l'évanouissement de la main-d'œuvre a créé une espèce d'énorme champ d'opportunités pour tous ces gens qui n'ont pas eu le temps de faire des études ou d'accumuler énormément de savoir avant de se lancer juste en fait sur la théorie du signal. Donc, juste en ayant prouvé qu'ils savaient faire quelque chose à la base, ont pu grimper Mm. les échelons et finalement se retrouver en commençant comme balayeur dans un garage, fonder par exemple une boîte comme Noroto, tu vois, c'est une des plus grandes boîtes en France. Euh, et donc ça, c'est une théorie qui m'intéresse énormément. C'est surtout l'espèce de conflit qu'il y a entre ces deux théories. Et en fait, je me suis dit l'autre jour, j'en suis venu à la réalisation que aujourd'hui, c'est la théorie du capital humain qui est en vogue. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais tous les CEO, enfin la plupart des grands CEO de boîtes ont tous fait un parcours scolaire extrêmement long et extrêmement coûteux la plupart du temps. Et donc, en fait, ça corrobore complètement avec la théorie du capital humain. Or, je pense qu'il y a énormément de sujets et de domaines dans lesquels la théorie du signal fonctionne toujours très très bien. Et je pense que moi, j'ai pas envie de parler pour toi, mais j'allais dire nous, en tant que underdogs, c'est dans ces domaines où la théorie du signal est toujours prévalente qu'il faut qu'on aille. Parce que dans les autres domaines, on va se faire ken d'office, tu vois. Et donc, tu vois, je te parlais la semaine passée que j'avais une liste de boîtes de YC, etc., que j'observais. Et ben, je me rends compte en fait que toutes les boîtes qui m'intéressent, mais qui sont vachement B2B, vachement structurées et structurantes, en fait, c'est des boîtes euh, dans lesquelles les fondateurs correspondent plus à la théorie du capital humain. Et les boîtes B2C, donc qui sont vachement en avance, qui sont vachement dans le test and learn et dans des trucs, dans des champs qui sont finalement inconnus, et ben, la plupart du temps, c'est des mecs qui n'ont pas fait énormément d'études ou qui n'ont pas passé énormément de temps, en tout cas, aux études et qui les lancent, tu vois.
Et je me dis, tiens, ce parallèle, il est intéressant, parce que peut-être que c'est aussi un des critères moi, si j'étais investisseur, c'est un des critères que je regarderais probablement aussi pour investir dans des boîtes. Je pense que j'investirais par défaut que dans les boîtes que je comprends, et du coup, que dans les boîtes dans lesquelles le capital, le signal, la théorie du signal, est prévalente par rapport à la théorie du capital humain. Donc voilà, c'est le petit aparté avec lequel je voulais commencer ce podcast, numéro 19. Et si tu regardes un petit peu genre la décentralisation, la blockchain, etc., à la base, c'est quand même fait que par des mecs qui tombent plus dans la case capital, de signal que capital humain, tu vois. Mhm. Donc voilà, je sais pas ce que tu en penses. Ok, non, oui, tu sais, c'est des discussions qu'on a depuis très longtemps, ce genre de choses, et oui, je suis totalement d'accord avec toi. Après, par exemple, sur le fait que tu dises, moi, j'investirais que dans des gens qui ressemblent à moi, enfin, qui me ressemblent, ben ça, c'est assez naturel, je pense. La plupart des investisseurs investissent dans des boîtes où les fondateurs leur ressemblent, et ça se voit très bien. Si vous regardez un peu les gens au bord des fonds, en tout cas les, euh, les gens qui bossent dans les fonds, et que vous regardez un peu les boîtes dans lesquelles ils ont investi, c'est des copies, quoi. C'est des copies conformes trois quarts du temps. De temps en temps, il y a des fonds un peu plus borderline. Enfin, borderline, tu vois, je mets un aspect négatif Caricature. dans le Ouais. truc, mais ouais, mais où les gens qui bossent dans ces fonds-là ont eu des parcours un peu atypiques, un peu plus particuliers, et des fois leur portefeuille est directement corrélé à ça, quoi. Donc c'est normal, et c'est normal qu'on investisse dans des boîtes où les fondateurs nous ressemblent. Et tant mieux. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Est-ce que tu penses que, tu vois, par exemple, le fait que ce qui est en train de se passer là en crypto, etc., c'est tellement en front line de tout plein de trucs qui sont, enfin, par exemple, tu vois, quand je regardais le premier batch chez The Family, tu avais les mecs de Doctrine, tu avais les mecs, je sais pas moi, les mecs qui ont fait la base, enfin la barre de recherche, enfin pas la barre de recherche, mais Algolia. Algolia, etc. Le moteur de recherche, ouais. Et ben en fait, c'est des mecs qui, je sais pas trop quels sont leurs parcours, mais je sais bien que le parcours des mecs de Doctrine, c'est des parcours un peu plus chaotiques, tu vois. Euh, et on dirait que là, chaque année ou tous les 5-10 ans, là, cette barre, enfin cette frontière, elle est repoussée à chaque fois. Et donc, ce qui paraissait être complètement ouf, il y a 10 ans, c'était lancé en doctrine. Et aujourd'hui, ce qui paraît complètement ouf, probablement, c'est de bosser dans la décentralisation, dans les cryptos, etc. Et je sais pas. Donc, ma question, c'est est-ce que tu penses que je suis subjectif? Probablement que je le suis dans une certaine mesure, quand je dis que c'est beaucoup plus excitant ce qui est aux frontières, comparé au reste, tu vois, qui paraît tellement maintenant un peu boring, tu vois. Et si tu regardes même l'allocation de capital, tu parlais on disait, ouais, on investit en général dans les gens qui nous ressemblent. Moi, enfin, ça rejoint ma théorie aussi, enfin, la théorie du boring capital, qui investit aujourd'hui dans les boring startups. Enfin, quand je dis boring, c'est pas boring au sens, c'est le sens ennuyant, quoi, pas dans le sens nul. Ouais, c'est ça, Euh, parce que les boîtes peuvent être incroyables, mais après, mm, sur la vision, sur qui sont les fondeurs, peut-être qu'en fait, au bout d'une heure, tu t'ennuies, quoi. C'est ça que tu veux dire. bah, Euh, le domaine, au bout d'une heure, tu l'as. Alors, après, oui, je sais pas. Mais il y a un côté en fait excitant dans le fait d'être au front line et d'être. mhm. Enfin, tu vois, de se dire, putain, on est en train de faire des trucs qui sont complètement fous, tu vois. Je sais pas. Moi, Ouais, je découvre chaque jour des nouveaux trucs en crypto et j'ai l'impression que c'est pas apprécié à sa juste valeur, justement, de l'autre côté du mur, tu vois. ouais, Mais ouais. que dans 10 ans, probablement que ce sera le cas et ce sera chiant pour le reste, tu vois. Je sais pas. Donc Je voilà. vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Et, euh, et tu vois, je regarde pas mal de boîtes pour le moment, et c'est fou comme depuis maintenant, début 2020, j'ai aussi ce prisme où maintenant, dès que je vois une boîte qui fait un truc normal, entre guillemets, donc qui n'est pas dans la crypto, elle commence à m'ennuyer très vite parce que je me dis, putain, dans la crypto, on pourrait faire quelque chose de similaire, mais vachement mieux fait. Mhm. Euh, et ça a l'air beaucoup plus excitant là-bas. Donc je pense que c'est juste, mais c'est aussi une hype, mais qui est plus qu'une hype, c'est-à-dire que la hype, elle est là depuis longtemps. Et là, on a une traînée de choses intéressantes qui restent, mais la hype reprend. Et après, il y aura des choses moins intéressantes qui partiront, mais des choses intéressantes fondamentalement qui restent. Et tu vois, je voyais une boîte récemment, enfin, je crois qu'elle s'est lancée aujourd'hui, j'ai plus trop le nom, j'ai vu passer ça. Je t'en ai parlé ce matin. Une boîte qui te permet de traquer ton portefeuille.
ton portefeuille d'investissement. Donc, c'est une boîte française qui vient de lancer un outil que, si j'ai bien compris, j'ai pas creusé, mais j'ai l'impression que c'est un dashboard où tu peux plugger ton assurance vie, tu peux plugger ton tableau de Van Gogh, tu peux plugger tous tes actifs. Et en fait, ça te fait un tracking des différents actifs que tu as et de l'évolution de leur valeur dans le marché. Et je vois quelqu'un qui tweet juste en dessous, qui répond. Donc, il y a le fondateur qui fait un tweet en disant ben voilà, on est sur Product Hunt, machin, machin. Donc, ils ont l'air de bien cartonner. Et puis, je vois quelqu'un dans les commentaires qui répond, un mec que je connais en plus, qui répond dommage. Enfin, je ne sais plus exactement c'est quoi le tweet, mais en mode dommage, il y a toujours pas. On attend toujours l'intégration MetaMask et Zapper, tu vois. Mhm. Et là, je me suis dit putain, c'est vrai. Genre, je me dis, est-ce que si là je devais faire un outil, typiquement un outil de tracking de portefeuille, c'est peut-être quelque chose que j'aurais voulu faire il y a 2 ans, tu vois. Mais là, si je devais, et j'aurais jamais pensé, enfin, en tout cas, ça aurait pas été une prio pour moi de mettre un tracker, d'intégrer les MetaMask. portefeuilles, ouais, ce genre de portefeuille. Et maintenant, dans la position où je suis actuellement, je me dis, mais c'est évident et ça devrait être un des premiers trucs à faire, tu vois. Et, c'est un biais, quoi, parce que je dis, il y a 2 ans, j'aurais fait ça, j'aurais fait ça un truc tradit, j'aurais été très rationnel, parce qu'en fait, si tu es rationnel, tu dis quoi? Tu dis que la majorité des Français n'ont pas Zapper, ils n'ont pas MetaMask, ils ne sont pas dans la crypto. En fait, tu vas dans les actifs là où tu vas leur permettre de traquer les actifs qu'ils ont. Si tu prends la majorité de la population française, ils ont un assurance vie, livret A, genre de trucs, tu vois. Donc, rationnellement, c'est logique de faire ça. Et je comprends pourquoi ils ont fait ça. Et peut-être que le fondateur, il investit en crypto, mais il se dit, mais la majorité des Français, ils ne sont pas dans la crypto, donc qu'est-ce que j'en ai à foutre d'intégrer une intégration crypto dans mon truc, tu vois. Mais moi, maintenant, je ne pourrais pas développer un outil en me disant je ne mets pas ça en prio, tu vois. Même si je sais que c'est pas que rationnellement ça fait pas sens si j'essaie de cibler toute la France, mais du coup ça induit que je ne ferai pas un outil de tracking de portefeuille pour le français moyen, tu vois. Et je Ok. m'éloigne de ça. Alors qu'il y a 2 ans, en fait, je me serais peut-être, c'est typiquement le genre de truc que j'aurais possiblement, j'aurais pu me dire tiens vas-y je monte une team, on essaie de faire ça, tu vois. Et Donc, probablement que dans 6 mois ou 1 an, on se foutra de notre gueule en revoyant cette vidéo en disant bah, putain, ils étaient dans le futur, mais le futur, il est jamais arrivé. Donc, ouais, je vois, il y a une espèce de point de bascule. Mais tu vois, pour revenir sur le sujet de base, c'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'exploration que nous, on est en train de faire, et puis finalement, le bébé, après, on le refile à des gens qui sont encore plus déter et structurés pour en faire des vraies boîtes, tu vois, genre, typiquement, aujourd'hui, on est, nous, en train de défricher la défi. Je suis sûr que dans 1 an ou 2, tous les mecs qui tomberont dans la catégorie capital humain, eh ben, feront des ils seront boîtes en dessus. défi. Et ce sera ultra tradit de faire ça, tu vois, à la rigueur, tu vois. Ouais, possible. Je sais pas. On Donc ça, verra. c'est Le futur, c'est marrant. on peut pas le prévoir, mais ouais, peut-être. Qui sait? Mais je pense que c'est quand même une loi presque universelle, hein. Genre, c'est toujours des mecs un, un peu underdog Ouais. qui défrichent les Je sujets. me méfie, des lois universelles, tu sais. Mais tu sais bien, de l'intuition et des lois universelles, je me méfie, tu sais bien. Mais ouais, je sais pas, on verra, on verra. Mais en tout cas, voilà, c'est clair que pour le moment, on voit le monde à travers un prisme et on est vachement biaisé Ouais. pour le moment, quoi. Bon, 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 bon. Est-ce qu'on passe à des boîtes un peu plus ou à des idées un peu plus Vas-y, lance-toi. tradies ou normales? Vas-y, je te balance un truc. C'est quelqu'un que je connais qui m'a fait découvrir ça il y a quelques jours. Il m'a dit, il faudrait que tu en parles sur ton podcast. Et donc, j'ai creusé un peu. Effectivement, c'était assez intéressant. En gros, euh, il y a une boîte qui s'appelle Stream Beats. Stream Beats, Beats comme beats de musique, qui a été créée par le YouTuber et streamer qui gère la chaîne YouTube Alpha Gaming. C'est un streamer qui fait du content amusement/gaming et un peu musique aussi. J'ai vu qu'il fait des trucs autour de la musique. Et il a plus ou moins 500 000 abonnés sur YouTube, c'est un anglophone. Et il a vu, il y a 1 an, je pense que c'est début 2020, il a vu une problématique. C'était que la plupart des streamers qui font du gaming ou autre chose sur Twitch, pas que Twitch, mais Twitch principalement, ils passent plusieurs heures à streamer et il y en a beaucoup qui passent de la musique en fond. Tu vois, ils passent des playlists en fond ou des albums en fond, tu vois, pour les auditeurs.
Donc, il parle et en même temps, il y a de la musique qui passe en fond. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de sons qui sont protégés par les droits d'auteur. Et il faut savoir qu'il y a eu une vague début 2020 où un organisme, je n'ai pas le nom de l'organisme qui s'occupe des droits d'auteur, a striké plein de streamers parce qu'ils passaient en fond des musiques non libres de droit qui étaient protégées en streaming. Du coup, lui s'est dit, putain, fait chier. Même si on stream et qu'on fait du contenu cool, on doit faire gaffe à la musique qui passe en background. Et ensuite, il a remarqué une autre chose. Il a essayé de décortiquer un peu le modèle économique de Spotify, parce que la plupart de la musique que tu passes avec Spotify, tu mets Spotify en fond avec ton OBS. C'est que, je vais essayer de reprendre les chiffres, un son normal d'un artiste qui sort sur Spotify, un utilisateur normal, lambda, classique, il écoute 3 fois le son d'un artiste, 3 fois dans la journée. Donc, imaginons, là, il y a le SCH qui va sortir son album demain. Je vais certainement poncer tout l'album, tu vois. Je vais le poncer demain. Je vais certainement l'écouter 3 fois demain. Et après, peut-être plus même tout l'album un peu plus que 3 fois demain. Et après, je vais l'écouter de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins. C'est comme l'album de Booba Ultra qui est sorti il y a quelques jours, quelques semaines. Je vais l'écouter de moins en moins, moins en moins, moins en moins. Et in fine, dans quelques semaines, la moyenne de l'écoute d'un utilisateur qui est vraiment fan d'un chanteur, c'est 3 streamings. Ok. Et lui s'est dit, un streamer, quand il stream, et qui passe des sons en fond, c'est pas 3 sur une journée qu'il en écoute, c'est des centaines. Et en fait, il passe les sons en repeat, en repeat, en repeat. Enfin, par exemple, un album, il va le passer en repeat, en repeat, en repeat. Et du coup, il a essayé de faire quelques calculs et il s'est rendu compte qu'un streamer streamait en moyenne par jour 40 sons. 40 sons. Et du coup, il s'est dit, pourquoi je ne créerais pas. Et donc, en fait, si tu prends les unit economics aussi, parce que ça, j'ai oublié d'en parler, un artiste qui sort un son, chaque utilisateur lui ramène 0,1 centime. Donc, ce n'est pas 1 centime, c'est 0,1 centime sur 300. Si je ne me trompe pas. Non, c'est plutôt, pardon. Il lui ramène 1 centime de dollar par 300 écoutés sur Spotify. Et lui, il s'est dit, mais c'est pas grand-chose. Par contre, imagine si je vais cibler une cible et qui n'écoute pas 300 et qu'on écoute des dizaines, des centaines par jour. Les mêmes sons créés par un même artiste. Du coup, il y a beaucoup plus de capital qui est alloué pour cet artiste-là. À travers le modèle économique de la rémunération par streaming faite sur Spotify. Du coup, il s'est dit, pourquoi je ne créerais pas mon explication était un peu nuageuse, mais bon, j'espère que vous avez compris. J'espère que toi aussi tu as compris. Si ce n'est pas le cas, dis-moi. Pourquoi je ne créerais pas des playlists de sons par thématique pour les streamers? Et StreamBeats est né. Donc, en fait, StreamBeats, c'est quoi? C'est des playlists sur Spotify sur différentes thématiques. Donc, il y a une lofi, une hip-hop, une un peu plus rock, une un peu plus électro. Je crois qu'il a 6 playlists différentes actuellement. Dans chaque playlist, il y a des centaines de sons. Et en fait, ces sons, les streamers peuvent les utiliser parce qu'en fait, c'est lui qui les a créés. Alors, ce qui est intéressant, c'est comment il a créé ça. En fait, ce n'est pas lui qui a fait les sons. En fait, il a outsourcé sur Fiverr la création des sons. Et donc, il explique un peu dans une de ses vidéos YouTube comment s'est structuré le projet. Il a eu cette idée, il a vu cette vision, il a compris le modèle et comment il pouvait en fait vraiment se faire de la thune avec des simples multiples. Il a été sur Fiverr, il a dépensé au total 40 000 $ pour faire des sons par plusieurs artistes dans différentes catégories. Il a créé des playlists libres de droit sur Spotify et il a reach tous ses potes streamers et leur a dit maintenant, évitons de se faire striker. Voilà, moi je t'ai fait une playlist un peu plus rock, moi je t'ai fait une playlist un peu plus rap, un peu plus électro, un peu plus lofi, etc. etc. Et les streamers sont devenus fans. Et maintenant, tu as des streamers, tu as des centaines de milliers de streamers qui passent les playlists StreamBeats en fond. Et aujourd'hui, ce YouTuber-là, il fait 150 000 $ par mois juste sur Spotify. C'est Est-ce lui que tu as tout l'artiste? compris? J'ai tout compris. Ouais. Alors, c'est pas lui l'artiste. C'était. La majorité des sons sont faits par un mec sur Fiverr qui l'a payé. Donc, il a investi 40 000 $. Alors, Mais sur il a fait une Spotify, update.
C'est quoi le nom de l'artiste sur Ah, Spotify? c'est lui l'artiste parce qu'en fait, maintenant, Ok. il fait half-half. Il fait un peu, il paye des mecs sur Fiverr pour faire les sons et lui, il fait aussi des sons parce qu'en fait, il est fan de musique. Donc, lui aussi, il fait des petits sons sur le côté, il les met sur Spotify. En gros, il te fait un petit récap. Il a dit qu'il a dépensé au total $100 000 d'outsourcing pour faire des sons. Donc, il a payé $100 000 à des freelances pour faire des sons, plus son travail à lui de sons qu'il a fait lui, qu'il met dans les playlists. Attends. C'est quoi tu as son compte à Spotify? Parce que là, je suis devant un Stream Beats sur Spotify. Tu mets Streambeats, Et tu vas trouver. ouais, Il y en a il y en a plusieurs. Il y a 4. Streambeats. Ouais, voilà, c'est ceux-là. Je dis 6, il y en a 4, pardon. C'est ceux-là. Tu as C'est à Streambeats, chaque fois lui? Lofi, Hip Hop. C'est lui, oui, c'est lui le Non, mais EDM, je te c'est lui parle l'owner. de l'artiste, ouais. Mais Ouais, moi, c'est lui, tu regardes artiste les Harry playlists. Seller. Ouais, Ah, mais ok, quand tu regardes d'accord. artiste, c'est Artist Seller. Harry Seller, c'est lui. C'est Non, son. mais du Je coup, sais tu pas comment vois, on appelle ça, c'est un label ou je sais pas quoi, mais c'est lui en gros. C'est lui qui récupère toute la thune. Et les sons, ils ok. sont faits par des mecs sur Fiverr et maintenant commence à faire ses propres sons aussi dessus. Mais à la base, c'est que des mecs. Il a mis 100 000 balles. Donc au début, il avait mis 40 000 balles pour faire les premiers sons, les premières dizaines, vingtaines, trentaines de sons. Il a commencé comme ça. Et dès qu'il a commencé à faire un peu d'argent avec ses streamings sur Spotify, il a réinjecté la thune pour refaire faire des sons sur Fiverr et il a dépensé au total $100 000. Et maintenant, il fait $150 000 par mois, juste avec du streaming sur Spotify. Il fait combien, tu m'as dit? $150 000 par mois. 150 Et 000. alors là, il est en train de développer plein d'autres services annexes, mais juste en streaming, il fait $150 000 par mois. Il break down tous les chiffres dans une de ses vidéos YouTube. Je te l'enverrai si tu veux. Je te mettrai Ok, en d'accord, je viens description de si les tu veux. faire. C'est super intéressant. C'est super intéressant. C'est tellement. C'est bien, J'ai bravo. j'ai Bien trouvé. jamais, j'ai jamais, pas genre. En fait, quand le mec que je connais m'a envoyé ce type-là, je me suis dit. En fait, le titre c'est comment je fais 150 000 euros en revenus passifs. Je me suis dit oh là là, je vais encore tomber sur un Pour le coup, type. c'est un vrai revenu passif. Ah ouais, ouais, c'est ça. Et en fait, dans la vidéo, il dit si là j'arrête tout, c'est bon, c'est passif, tu vois. Il dit, je peux peut-être dans 2-3 ans me faire bypasser par un mec qui fera la même chose que j'ai fait, mais en mieux et en vachement plus intense, de façon plus intense et faire des playlists meilleures que les miennes et 10 fois plus longues que les miennes. Mais avant que ça arrive, parce qu'apparemment il a une grosse notoriété dans le monde des streamers, avant que ça arrive, il y a du temps. Mais il dit, je veux pas que ça soit passif parce qu'il explique qu'en fait, il dédie beaucoup de temps là-dessus parce que lui-même fait maintenant des sons. Il est en train de recruter des artistes et de partager les royalties avec eux. Il est en train de créer tout en studio en fait maintenant. Hmm. Mais c'est dingue. Enfin, le modèle. Alors au début, j'ai eu un peu du mal à expliquer, donc j'espère que tout le monde a bien compris. Parce que c'est pas si, tu vois, c'est pas. Déjà, je savais pas tout ça. Moi, je ne savais pas que tu pouvais te faire striker en faisant passer des sons sur Spotify en background. Apparemment, il y a eu toute une vague début mars où plein de streamers Twitch se font fait striker pendant plusieurs jours parce qu'ils faisaient passer des sons qu'ils ne pouvaient pas. Et qu'après, c'était un vrai besoin, quoi. C'est-à-dire que des streamers qui streament 8 heures par jour, ils ont besoin de musique en background et c'est pas si facile d'accès, en fait. Alors que là, tu cliques sur une playlist, tu as 100 sons qui partent en lofi et tu n'as plus rien à faire, tu vois. Et c'est malin, la façon dont il break down, il dit qu'un user fan d'un artiste, il écoute 300 en moyenne, alors que, en fait, un streamer, s'il te passe la playlist 8 heures, ça va faire des centaines d'écoutes, en fait. Et c'est vrai que ce n'est que 0,1 centime par écoute. Non, c'est 0,30 centimes par écoute, donc ça fait 1 centime par toutes les 3 écoutes. Donc il faut 3 écoutes pour faire 1 centime de dollar. Mais en fait, si le mec qui te fait des centaines d'écoutes par jour, on sait tous en quoi les streamers hyper intenses, type Gotaga, type autres, ils font des centaines d'heures par mois. Imagine que le mec il passe ta playlist en boucle derrière, quoi. Ouais, mais il y a un effet boule de neige dans le sens où il y a 270 000 écoutes par mois, là, je viens d'aller voir sur cet artiste-là. Euh, Enfin, même s'il a des dizaines ou des centaines de Twitch streamers qui en passent, tu vois, il y a forcément aussi toute leur audience après qui va voir. C'est Spotify ça. peut-être les met en avant derrière, après parce qu'ils ont une bonne écoute. Donc, en gros, il y a des gens qui n'ont rien à voir avec ça qui tombent sur la playlist. Et c'est pour ça que je me suis toujours demandé, tiens, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui passent énormément de temps à faire des playlists À faire des ultra playlists. curatées Mais ouais. sur Spotify? Et ben en fait, enfin après, là, je parle aussi de playlists avec des artistes qui n'ont rien à voir, qui ont rien à voir. Et là, tu te demandes, la vraie question, c'est
imagine le monde, comment serait le monde si YouTube arrivait à rétribuer les artistes dont les musiques sont utilisées dans les vidéos. Tu vois, parce que là, par exemple, nous, si on utilise, par exemple, les sea shanties, on se fait striker. Mais on se fait striker parce que le label a dit à YouTube, attention, ça c'est ma chanson, je veux pas qu'on la passe sans mon autorisation. Ouais. Mais maintenant, imagine si le type qui a fait les sea shanties avait directement contracté avec YouTube et avait dit, OK, à chaque écoute, tu me files 0,01 centime. Et ben, le type là, il serait probablement beaucoup plus riche qu'en passant Si par on un strikait, label. quoi. Je comprends pas. Ouais. Je comprends pas. Enfin, je comprends pas la logique. Alors, si tu comprends, c'est le principe même de la centralisation et des gatekeepers. Et en fait, il y a plein de projets sur la blockchain. Justement, on parle encore de blockchain, on va tourner en rond, on va encore parler de NFT. Ouais. En fait, il y a plein de projets NFT qui sont en train de se lancer sur ça, avec des espèces de YouTube-like ou bien, par exemple, il y a un Spotify-like. Il y a plein de projets qui se lancent où en fait, du coup, il y a plus ce sujet de striking. Il y a juste que quand tu passes ton son derrière, s'il y a une écoute, bah, l'argent va directement à l'artiste. Donc, il y a plein de projets dans le pipe, très complexes, encore une fois, parce que c'est un produit consumer. Ça, c'est toute la complexité dans la DeFi, dans la crypto et dans les NFT. Comment tu fais un produit consumer? C'est quelque chose Donc, dont on voilà. ne parle pas trop. Parce que, grosso modo, la plupart des boîtes centralisées se cassent les dents sur le produit parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. C'est de faire un produit que les gens aiment utiliser et vont utiliser. Et en fait, là, pour le moment, je trouve qu'il y a un énorme voile qui est mis sur le produit parce que les economic incentives sont nettement plus avantageux dans les cryptos, dans les projets crypto. Et du coup, on peut passer un peu sous silence le côté produit, mais j'imagine qu'un jour ou l'autre, la question va se poser, tu vois. Parce que si tu fais un Spotify nul, mais qui est décentralisé, il n'y a aucun intérêt à la fin, tu vois. C'est ça. Il Et faut ça, que ce soit c'est meilleur que ce qu'il y intéressant. a en centralisé. Ouais, c'est ça. Il faut que le produit, fondamentalement, soit meilleur que ce qui existe déjà. Et Mais c'est pour ça que, après, tu vois, si tu arrives à... Et j'en parle souvent avec d'autres gens, et même des devs qui m'ont dit, ouais, mais nous, tu vois, on était dans les années 2012, 2013, j'étais à fond sur Ethereum, sur Bitcoin, etc. Mais j'ai été complètement dégoûté par toute la vague ICO, etc. Et à chaque fois, j'essaie de leur dire, écoutez, les gars, c'est fini ça, tu vois. Enfin, probablement qu'il va y avoir une vague équivalente, qu'il y a une vague équivalente aux ICO qui est en train de se passer aujourd'hui, tu vois. Mais OSEF, sur le long terme, c'est ça qui gagne. Et du coup, euh, autant bosser directement là-dessus, tu vois. Moi, je comprends, enfin, on en a déjà parlé, mais je ne comprendrais pas qu'un dev aujourd'hui ait bossé dans autre part que là-dedans. Sauf s'il y a vraiment un sujet qui les intéresse, tu vois. Mais si c'est juste pour faire de la thune, avoir un rythme de vie à leur aise et être remote ou pas remote, etc. ça sert Y a... beaucoup d'argent. C'est sûr que Ouais. c'est clair que si t'es pas ultra fan d'un autre sujet, si tu avais à choisir, là, tu es en mode junior, tu sais pas quoi faire, tu es dev, tu as plein d'industries qui s'ouvrent à toi, plein de langages qui s'ouvrent à toi. Ce serait le move le plus smart, c'est d'aller là-dessus, c'est sûr. Et tu as toujours le Euh, first mover advantage en tant ouais. qu'employé quand tu fais ça. Parce que si tu fais ça en tant qu'employé, tu vas travailler aujourd'hui chez Aave ou chez, si tu veux, une boîte française, Paraswap, Ledger, etc. Mais le signal est tellement puissant. On parlait de signal tout à l'heure, tu vois, le signal envoyé est tellement puissant que après-demain, tu peux fonder ton propre protocole ou tu auras rencontré des gens qui t'aideront que tu aideras à fonder d'autres protocoles. Donc, c'est vraiment très, 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 très puissant, je trouve. Et c'est pas encore, la magie n'est pas encore retombée, quoi. Elle est même encore plus puissante que jamais. C'est ça. Et donc voilà. Vas-y, parle-moi d'un truc, toi. Euh, Bah, tu sais quoi, on parle de NFT, du coup, je vais te lancer sur un. J'ai fait un tweet Mais tout à non, mais l'heure. on va pas faire que de... Vas-y. Ah ton tweet. Ouais, Si. si. Ouais. Je l'ai lu en diagonale, j'ai pas tout compris. Ouais, ça m'étonne Mais pas. vas-y. Il y a d'autres gens qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas compris. Mais je pense que c'est vraiment pas con. Du coup, je vais le pitcher ici. Donc, en gros, prenons un exemple de tatoueur ultra connu dans le monde qui s'appelle Dr. Wu. C'est un tatoueur qui fait des tatouages hyper minimalistes. Vraiment, ils sont super beaux. Enfin, moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Ce tatoueur, il a en moyenne, je pense, 6 mois d'attente pour pouvoir être tatoué dans son studio, dans son atelier de tatouage. Et même quand tu vas là-bas, tu n'es même pas sûr de te faire tatouer par lui. Donc, en gros, il a une renommée extraordinaire. Il a des centaines de milliers de followers sur Insta. Il est connu. Les gens font la queue littéralement pour pouvoir se faire tatouer dans son studio et encore mieux par lui. Il tatoue les plus grandes stars du monde, etc. Et je me suis dit tout à l'heure, mais putain, enfin, je me suis déjà dit il y a quelques jours, et tout à l'heure, j'en ai fait un tweet où je me suis dit, mais en fait,
peut-être que ces gens-là pourraient établir une nouvelle source de revenus en créant des tatouages des NFT à partir de leurs tatouages. Donc aujourd'hui, tu peux par exemple aller sur Rarible, uploader un fichier design d'un tatouage ultra classe de Doctor Who. Donc Doctor Who pourrait aller sur pourrait aller sur Rarible, euh, uploader ce fichier-là et dire voilà, il est authentifié et certifié par Doctor Who. Euh, Si tu l'achètes, tu peux recevoir le fichier source, aller chez ton tatoueur local et te le faire tatouer. Et on peut même penser qu'on peut, par exemple, intégrer une forme de clé d'authentification dans le tatouage qui prouverait que c'est vraiment lui qui l'a fait, tu vois. Genre une proof Ok, of ownership. ok, Et je me dis, mais tu vois, c'est génial parce qu'en fait, ces tatoueurs-là, ils lancent des mouvements. Par exemple, le mouvement du tatouage minimaliste, c'est Dr. Wu qui l'a lancé ou qui a vachement contribué. Et dans le monde, en parallèle, comme des champignons, tu as plein de copycats de Doctor Who qui explosent, tu vois. Et ces gens-là, en fait, se font payer peut-être pas beaucoup, tu vois, genre, je sais pas moi, $200 pour faire un tatouage minimaliste, alors que Doctor Who, c'est peut-être 20 000. Donc, il y a vraiment des différences de multiples énormes entre les deux. Euh, Ils n'ont pas énormément de clients, etc. Or, la technique, peut-être que c'est pas une si grande part importante du travail. Alors, il y c'est a la question que je me l'expérience posais, qui ouais. compte, il y a une expérience qui compte, etc. Tu vois, mais peut-être, et une fois, je parle sans vraiment le savoir parce que je suis pas tatoueur, mais peut-être que ce mécanisme du NFT permettrait à des gens comme Dr. Wood en fait, de capitaliser sur l'image de marque qu'ils ont et sur en fait, l'impossibilité de scaler de base de leur boîte et leur business. Tu vois, tu peux pas tatouer plus d'une personne par heure ou une personne toutes les 3 heures, tu vois. Mm, mm, mm. Donc, tu pourrais faire des NFT. Donc, les NFT pourraient se revendre entre eux. Tu pourrais, toi, Jedi, aller à Paris, te faire tatouer par un tatoueur qui est capable de faire du Doctor Who avec le NFT certifié Doctor Who. Et je trouvais ça marrant d'imaginer que c'était le genre de business qu'on pouvait peut-être un jour imaginer exister. Ouais, moi je me posais la question du coup, bah, c'est ça, pourquoi les gens vont se faire tatouer quelque part? Moi je me suis jamais fait tatouer, mais c'est vrai que quand je parle à des gens qui sont fait tatouer et pas qui sont fait tatouer, en fait j'ai l'impression qu'il y a plusieurs types de gens qui sont tatoués. Il y a les gens qui sont tatoués, peu importe, ils n'en ont rien à foutre où ils vont se tatouer, ils regardent, tiens, dans les 10 km autour de chez moi, c'est quoi le tatoueur qui a le plus d'étoiles sur Google? Vas-y, c'est quoi, je vais là, je lui montre le dessin, s'il me dit qu'il sait le faire, let's go, je vais chez lui. Et en fait, ils Et le s'en dessin, tu foutent crois que de c'est que quoi? le La plupart dessin, du temps, c'est la plupart du temps, c'est du Google ou alors c'est du Photoshopé. c'est C'est du Google. Pinterest, etc. Ouais, Pinterest. Alors, on a fait modifier par le copain qui fait des études de designer. En fait, j'en connais des comme ça. Tu vois. Genre, Et je pense que même la plupart du temps, les gens ne font pas modifier. Tu vois, genre, toutes ouais, les oui, non, mais c'est meufs ont eu sûr. la petite alouette, là, tu vois, sur Ouais, mais sur le truc. du coup, est-ce que c'est eux qui vont se soucier de ça? Je pense pas. Je pense que ça va être plutôt des puristes. Et du coup, il y a des puristes dans le tatouage qui sont prêts à prendre un billet d'avion, aller au Japon et aller à Tokyo chez le best du best de je sais pas quoi, prendre un rendez-vous, payer 6 000 balles, attendre un an avant d'y aller. Quand ils y vont, c'est la fête au village et genre, c'est une expérience. Tu vois, c'est une expérience pour eux, donc ils veulent vivre l'expérience. Et après, c'est aussi le fait de dire, bah, par exemple, tu vois, ils vont prendre un selfie avec le tatoueur, ce genre de choses. Et donc, c'est le fait de dire, j'ai vécu ces Oui, expériences, j'atteste que ce tatouage-là, c'est Jojo la superstar qui me l'a fait, quoi, tu vois. je Et du crois que tu coup, as raison. Je crois qu'il y a ouais, en effet deux extrêmes. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen d'essayer, en tout cas, de capitaliser sur l'espèce de champ intermédiaire entre les deux? Je pense que oui. Alors après, il faut tester, tu vois, j'en mhm, sais rien. mhm, Euh, mhm. Pareil que toi, je me suis jamais fait tatouer, mais j'ai déjà beaucoup poncé le. En fait, je voulais me faire tatouer pendant tout un temps et j'ai pas encore. Enfin, je voulais me faire tatouer par Dr. Wu, sauf qu'il fallait aller aux States. Et tu vois, ça me paraissait complètement. Et du coup, tout le reste me paraissait nul, tu vois. Et Ouais. je me disais, je peux pas me pointer chez un mec et lui demander de me faire un copycat de Doctor Who. Tu vois, ça n'a pas de sens. Le mec va se sentir insulté. Mais si tu labellises un peu le truc et que Tu tu. penses, c'est drôle. Tu penses, attends, mais juste, tu penses vraiment que le mec va se sentir insulté? Je pense que c'est le type de domaine, comme plein d'autres domaines, où certainement les mecs ils savent même pas qui c'est Doctor Who. Si, si. Mais mec, eh ben, tu vois, je suis pas convaincu de ça, tu vois. Je suis convaincu, enfin, je pense, non, je suis pas convaincu de ça, tu vois. C'est comme, tu vois, Si. je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple. À Amsterdam, il y a un coiffeur barbier, super méga connu. C'est des superstars sur les réseaux sociaux.
Et en fait, c'est des mecs tout tatoués, sapés en mode Peaky Blinders. Ils ont un salon qui est en mode salon à l'ancienne, super stylé. Ils ont une chaîne YouTube, ils ont un compte Instagram. Je crois que c'est un des comptes Instagram les plus connus dans le monde des barbershops. Euh, Tu vois Et leurs quel vidéos, monde. il y a des films infinis devant chez eux. C'est sans rendez-vous. Tu dois te pointer là-bas. C'est pas à Amsterdam, c'est à Rotterdam. C'est à Rotterdam. Tu dois te pointer là-bas. Donc, il n'y a pas de rendez-vous. Tu te pointes là-bas. Il y a des files à 5 heures du mat, frérot. Il y a des files infinies dans la rue. Et c'est en mode, on ouvre la boutique et on enchaîne. Et il y a 4 barbeurs, bam, 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 ils enchaînent, ils enchaînent, ils enchaînent, tu vois. Et ils filment tout ça. Ils ont des vlogs où ils filment tout ça, tu vois. Euh, et j'étais chez un barbershop qui est un barbershop connu dans Paris. Je lui parle de ce truc-là, il ne connaissait pas du tout. Tu vois, il dit Mais là, jamais vu. mais gros, là, Je tu lui parles montre et tout. d'un truc Mais tu vois, non, mais du coup, je pas me dis, comparable. mais je sais pas. Et du coup, je me dis, est-ce que tu penses vraiment que dans ces milieux-là, les gens, ils sont forcément alertes et ils savent exactement qui est la superstar dans leur domaine? Je sais pas, je crois pas, Si, frérot. est-ce que c'est de l'art? Tu crois? Mais Tu oui, c'est crois de vraiment? l'art. Ok, Je je pense sais d'ailleurs que pas. c'est une forme d'art les plus anciennes, probablement la plus ancienne au monde. Avec les. Peut-être que c'est un truc qu'ils apprennent quand ils vont faire leur formation. Du coup, dans les catalogues qu'ils voient, comme exemple, ils voient du Doctor Who, tu vois, du coup, Non, c'est mais la t'as des référence. stars, en fait. T'as des stars, t'as des références. Et je pense pas qu'ils l'apprennent à l'école, je pense qu'ils le savent parce que ça se sait dans le milieu. Tandis que dans le milieu Tu des crois? coiffeurs, excuse-moi, là, tu parles de. Je vois très bien de quel coiffeur tu parles à Paris, je ne m'étonne pas qu'ils connaissent pas les Ouais, mecs. je sais pas. Déjà, un Français qui regarde à l'extérieur de la France, c'est rare. Alors, en plus, si tu. Enfin, non. Tandis que le domaine du tatouage, tu vois, c'est très, très, très. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est très mondialisé, quoi. Voilà, Ouais, tu c'est mon penses? intuition. Ok, ok, ok. Donc C'est comme voilà. les gens, par exemple, mais alors là, pour le coup, j'allais te faire un parallèle, mais qui est un fond parallèle, mais je vais quand même te le donner pour te dire à quel point je pensais mal, enfin, j'ai un mauvais réflexe sur ça. C'est comme, j'allais dire, c'est comme les incubateurs qui savent pas c'est quoi YC et qui connaissent pas Paul Graham, tu vois. Il y en a plein. Enfin, je veux dire, allez dans votre incubateur moyen de votre école ou du village d'à côté ou n'importe quoi, vous leur parlez de YC et de Paul Graham, la plupart ne savent pas ce que c'est, tu vois. Par contre, ils font tous des startups, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un peu comme si tu étais footballeur, tu étais en réserve D2, mais tu connaissais pas Cristiano Ronaldo. Tu vois. Et des gens comme ça, il y en a plein dans le monde des startups. Il y en a beaucoup. Et du coup, et du coup, je me pose la question, est-ce que c'est pareil dans tous les domaines? Peut-être, c'est vrai que peut-être dans l'art, peut-être pas. Dans les domaines où Peut-être il y a pas. où il y a le moins de signaling, c'est un peu moins fort. Genre, typiquement, si tu vas te faire coiffer chez ton barbier et que ta coiffure est ratée, 3 mois après, tu peux aller la refaire, tu vois, dans un autre barbier ou chez le même parce qu'il s'est foiré une fois. Le signaling, il dure le temps que tu es que t'es dans le salon. Par contre, si tu vas te faire tatouer, c'est pour le C'est reste de vrai que ta c'est à vie, vie et tout. probablement. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, je sais pas, ouais, c'est vrai. Je sais Faudrait pas, parler avec hein. des gens qui se sont fait tatouer, qui, ouais, c'est vrai. Bon, bah, dites-nous dans les commentaires si vous êtes fait tatouer et c'était vous avez fait des Dites-moi longues que vous connaissez recherches. Doctor Who, putain de merde, il est Ouais, connu, c'est là quoi. qu'ils disent, ouais, les gars, Doctor Who, c'est personne, c'est qui ce type-là, ça. Ok. Bon. Je pense même Euh, il y a Vice qui a fait un reportage sur lui, tellement Vice, ils font des enfin, reportages sur tout. ouais. Dès qu'ils ont un truc. Ah, c'est dingue la qualité de Vice. Des fois, leurs trucs, ils sont de ouf. C'est des dingueries. Et des fois, leurs reportages, ils sont nuls. Ils ont des sujets de merde. Je sais qu'il y avait Vice Belgium, mais ils faisaient des sujets, mec. Mais mais d'où ils sortaient ce qu'ils faisaient, quoi, tu vois. Le C'était dernier vraiment sujet de. que j'ai lu de eux, qui est vraiment, vraiment, vraiment super intéressant, il est venu dans la page d'accueil de Rect. Rect, c'est du journalisme décentralisé, principalement axé sur la crypto. On vous mettra le lien dans le commentaire. Ouais. Euh, Je conseille à tout le et monde de lire ouais, Rect, vraiment, d'ailleurs. c'est comme Hacker News, mais axé crypto. Ouais. Et il y a un truc qui a été upvoté, un article écrit par Vice qui expliquait comment tu pouvais hacker le téléphone de quelqu'un en utilisant un service de rerouting de SMS et de Mhm. messages texto Ouais. qui est basé, je pense, au Japon, mais je ne suis pas sûr. Je pense que c'était au Japon. Et que pour 16 dollars par mois, en fait, tu peux euh, configurer en fait un rerouting sur un numéro qui t'a pas autorisé le rerouting. Donc, typiquement, Mhm. je connais le numéro de Jedi. Je peux aller sur ce tool et mettre ton numéro. Et à chaque fois que quelqu'un t'enverra un SMS, ben, il viendra chez moi et pas chez toi. Et je Ouais. pourrai répondre en ton nom.
Et ça, c'est extraordinairement dangereux. Dangereux. Et je l'ai découvert. Et c'est pour ça, il faut pas, ce double authentification avec le SMS, etc., c'est pas non plus le Saint Graal, quoi. Ouais. Bah, il y a beaucoup de plateformes de trading qui se sont fait baiser comme ça. Enfin, beaucoup d'utilisateurs de plateformes de trading. Il y a souvent un double de FA comme ça de SMS. Et il y a plusieurs histoires connues de founders, de belles boîtes crypto qui se sont fait baiser plusieurs millions de dollars comme ça. Parce que quelqu'un avait rerouté leur numéro. Alors ça, c'est un peu plus complexe que ça, mais c'est vrai que enfin, grosso modo, c'est ça, quoi. Ok. J'ai l'impression qu'on va faire tous nos épisodes, on va parler que crypto. Mais vas-y, là j'ai un autre sujet, là, mais c'est crypto, tu vois. Mais c'est crypto gaming, donc c'est cool, tu vois. On a parlé un peu de Vas-y. Twitch avant et tout, donc crypto gaming. J'ai découvert, donc, il y a plein de jeux sur la blockchain. Il y a Axie Infinity qui est un des jeux les plus joués. Et il y a plein de jeux sur lesquels tu peux gagner de l'argent en jouant. Axie a des très belles histoires de familles aux Philippines qui aujourd'hui peuvent se permettre d'acheter une maison entière parce qu'elles avaient tout perdu pendant le début 2020 et que grâce au fait de jouer à Axie Infinity, elles ont fait assez d'argent que pour acheter des maisons aux Philippines. Donc, il y a des super belles histoires sur Twitter, sur leur Discord. Il y a des trucs, il y a des vraies histoires qui passeront certainement sur Vice un jour. C'est typiquement le genre de sujet que Vice adorait couvrir. Et il y a un autre jeu que j'ai découvert. Moi, j'ai joué pendant longtemps à Diablo. Je suis un grand fan de Diablo. Et il y a un jeu qui s'est lancé qui s'appelle Lost Relics, qui est un Diablo-like, très très like. C'est pas vraiment comme Diablo, c'est encore en cours de cheminement. Il y avait l'alpha avait débuté mi-2020, il me semble. C'est un jeu qui a été créé par un solo développeur. Aujourd'hui, il est toujours tout seul. C'est un ancien software engineer de chez Farmville. Vous avez peut-être connu Farmville. Donc, il est solo, il développe ce jeu. En gros, c'est un jeu où tu farmes des maps en mode Diablo. Donc, vous allez regarder ce que c'est Diablo si vous ne connaissez pas. Et tu peux looter des objets in-game qui sont soit liés in-game, soit liés à la blockchain. Et en fait, ils se basent sur Engine, l'outil Engine. Et si tu drops un outil qui est lié à la blockchain, tu es propriétaire de cet outil, enfin de cet objet. Donc dans le jeu, il y a un, il y a un nombre d'items par catégorie et par item qui est bien limité. Donc s'il y a 100 épées du dragon aux yeux bleus, j'en sais pas quoi, et que les 100 drop et que 100 joueurs ou moins de joueurs, enfin si toutes les épées ont été lootées, il n'y en aura jamais plus. Et le développeur ne peut pas en rajouter dans la supply, quoi. Il peut pas coder pour en rajouter parce que voilà, il n'y en avait que 100. Et en fait, ces objets-là, ils sont revendables sur une marketplace et des gens peuvent acheter, en achetant des engines, donc un token, peuvent acheter ces objets-là. OK. Donc, imaginons, je joue, je drop l'épée, je sais pas quoi de mes couilles. Je vois que les ventes moyennes ces 3 dernières semaines, c'était 1 000 $. Je peux la mettre 1 000 $. Et s'il y a assez de liquidité, donc c'est-à-dire s'il y a assez de demande en face, quelqu'un va possiblement l'acheter 1 000 $. Et donc, j'ai commencé à creuser ça. Je me dis, putain, trop cool, un jour, on peut se faire de l'argent. En plus, c'est un Diablo-like, ça peut être drôle. Donc, j'ai téléchargé le jeu, je commence à jouer. J'ai joué 2-3 heures. J'ai pas droppé d'item blockchain. J'ai été regarder un peu l'hôtel de vente dans le jeu. Et je voyais que dans l'hôtel de vente, il y avait des joueurs qui vendaient des items, très chers, plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros, de dollars plutôt. J'ai été regarder les transactions. Il y avait des centaines de transactions par jour. C'était pas mal. Donc, je me disais, tiens, il y a des centaines de joueurs qui achètent et qui revendent avec du vrai argent, avec des engines. Donc, tu dois acheter le token engine pour pouvoir faire ça, pour pouvoir acheter. Et du coup, j'ai commencé à regarder des streamers, j'ai commencé à regarder des youtubeurs. Il y a un YouTuber qui a quelques mois, début 2020, 2021, en jouant 5 à 6 heures par jour, a réussi à dégager 10 000 $ d'items. C'est pas mal. Et du coup, j'ai commencé à regarder les streamers. Il n'y avait pas énormément de streamers sur ce jeu-là. Mais je suis tombé sur un streamer et j'ai commencé à chatter avec lui. Et je lui ai dit, tiens, c'est un mec qui est bien avancé dans le jeu. Ah oui, aussi, il y a 10 000 joueurs en moyenne sur ce jeu-là qui sont plus ou moins connectés en parallèle, apparemment.
Je dois valider cette info s'ils sont connectés en parallèle ou pas, mais en tout cas, il y a 10 000 joueurs sur le jeu, mais si je me souviens bien, c'est qu'ils sont connectés en parallèle. Et du coup, Attends. C'est un MMO? non, alors tu joues solo, Ok. mais en fait, tu as une capitale. Dans la capitale, tu peux voir les autres joueurs, mais en fait, tu vas faire des maps solo. Mais apparemment, il va intégrer du coop, donc tu pourras aller faire des maps avec tes potes si tu veux. Mais sinon, c'est solo. Hmm. C'est juste que la capitale, c'est multi, mais il se passe rien dans la capitale, tu peux pas interagir avec ça avec les autres joueurs. Par contre, tu peux vendre sur un marché, sur un hôtel de vente, et dans l'hôtel de vente, bah, il y a d'autres joueurs qui achètent, quoi, tu vois. Et tu peux vendre à d'autres joueurs. Mais tu peux pas interagir avec eux, tu peux pas faire des maps avec eux. Ok. Dommage. Mais pas encore, il est tout seul. Ça, c'est surtout ça, ce qui est dingue, c'est qu'il est tout seul. Et qu'il a Et fait du coup, son jeu avec Unity aussi. Mais bon, ça, on en a déjà parlé Ok, dans un autre ouais. épisode. Et je parlais avec lui, enfin, avec le streamer en question, et je disais, mais tu passes combien de temps? Il me dit, je passe 6 heures par jour à jouer à l'Australix. Et je fais, putain, mec, t'as fait combien de thunes jusqu'à maintenant, tu vois? Et il me fait, je fais quelques milliers d'euros, ça fait 2 mois que je joue, et apparemment, il est enfin, genre, il est haut dans le classement, parce qu'il y a un classement et tout. Et du coup, je fais, ok, mais c'est quoi ta vision du jeu? Tu penses vraiment que que tu vas pouvoir vivre de ce jeu-là? Et alors, il m'a fait une réflexion. Donc, en gros, il m'a dit, regarde, si tu regardes la courbe des joueurs, c'est une courbe exponentielle pour le moment. Donc, pendant tout 2020, c'était assez plat. Depuis début janvier, en fait, ça a commencé à devenir parabolique. Et ce qui est intéressant, surtout qu'il m'a dit, enfin, ce qui est intéressant, il m'a dit, euh, tu as des métiers dans le jeu. Et ces métiers-là, euh, grâce à ces métiers-là dans le jeu, tu peux crafter, tu peux créer des objets dans le jeu. Et Ok. ces objets que tu crées, ils peuvent se vendre, parce qu'en fait, tous les objets ne peuvent pas se vendre contre de l'argent engine, donc contre de l'argent réel. Par contre, dans les métiers, dans les ressources les plus rares à la fin, dans les crafts les plus rares, pardon, tu peux, la plupart coûtent très 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 cher parce qu'en fait elles sont dures à atteindre. Les métiers sont assez durs à avancer et en fait elles coûtent très très cher, plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros, les crafts finaux. Et du coup il m'a dit en fait moi ce que j'ai envie de faire c'est d'avoir tous mes métiers à fond et de pouvoir crafter beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources finales qui sont en fait les ressources les plus rares et les plus coûteuses et les plus utiles du jeu. Je les stocke et quand on va avoir en fait le jeu qui va passer de 10 000 à 100 000 joueurs, en fait, je vais commencer à monopoliser l'hôtel des ventes et je pense que je peux me faire plusieurs dizaines, si pas plusieurs centaines de milliers de dollars par mois. Bon, je ne sais pas s'il va y arriver ou pas. Mais en tout cas, c'est assez intéressant. Et il disait, en fait, et donc il poussait tout le monde, toutes les personnes sur son stream, les gars, c'est maintenant qu'il faut jouer. Parce que c'est maintenant qu'il faut monter vos métiers. Parce que vu la courbe de croissance, on s'attend d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois à avoir presque 100 000 joueurs sur le jeu. Et si vous êtes déjà avancé dans vos métiers, vous allez pouvoir vous permettre de vendre des crafts très rares, très chers et très utiles à des nouveaux joueurs qui, eux, ils en ont rien à foutre de mettre 10 000 balles sur la table pour acheter vos items, pour en fait bypasser le jeu et aller 2 fois plus vite que tous les autres. Tu vois. Donc en fait, il se dit que les prochains joueurs, ça va être des gens dans la crypto qui font beaucoup de thunes. Ce qui est drôle, c'est que j'étais sur le jeu et dans le chat, je ne sais pas si vous avez déjà joué à des jeux vidéo où il y a des gens qui discutent entre eux, mais dans le chat, ça parlait que crypto. Ça parlait un peu du jeu, mais la plupart des gens, c'est crypto, 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 en mode ouais, j'ai acheté ça, j'ai mis 10K sur tel token, machin truc, machin truc. Donc en fait, c'est des gens qui ont de la thune qui jouent, tu vois. Et donc, si sa théorie est bonne, plus il va y avoir de joueurs, plus il y aura des joueurs qui ont de la thune, plus il y aura des joueurs qui seront prêts à mettre 10K sur la table en arrivant dans le jeu. En fait, j'ai failli faire le même, j'ai failli avoir le réflexe en fait. C'est-à-dire que j'étais in-game et j'ai vu un item en enchère à l'hôtel des ventes et genre, je me suis fait rétamer sur une map, tu vois. Genre, je me suis fait défoncer parce qu'en plus, c'est punitif. C'est-à-dire que si tu es sur une map, je vous explique, je vous évite tous les détails du jeu, mais si tu es sur une map, que tu cleans pas la map et que tu te fais défoncer, que tu crèves, tu perds tous tes items. Et genre, je me suis fait défoncer, je suis mort, j'ai perdu tous mes items. Et en fait, j'avais farmé pendant 2 heures pour avoir un item pour aller plus vite sur une map. Et en fait, je me suis fait défoncer sur la map. Et donc, en fait, j'ai perdu mon item. Et j'étais dégoûté. Du coup, je me dis, c'est quoi, nique sa mère? Je vais sur la salle des ventes, j'ai regardé les armes et j'ai trouvé une arme à 150 balles. Et je suis, mais c'est bon, je peux l'acheter, tu vois, l'arme à 150 balles si ça me permet d'aller plus vite, tu vois.
Et j'étais là, j'étais en train de cliquer, j'ai voulu l'acheter, c'est juste que dans le process de paiement, j'ai mon engine qui a bugué. Et puis c'est là que j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que je vais vraiment dépenser 150 balles alors que ça fait 2 heures que je joue, tu vois? J'étais là. Et tu vois, ça a Bon bugué, j'ai signal. réfléchi, tu vois. Ouais, ça a bugué, j'ai réfléchi, tu vois. Et je me dis, mais imagine s'il y a 100 000 joueurs, les gens, ils vont pas réfléchir, frérot. Les gens, ils ont de l'argent, ils vont acheter, tu vois. Ils s'en foutent, tu vois. Et donc, sa réflexion était intéressante, je trouve, de dire c'est maintenant qu'il faut former, parce que c'est maintenant qu'il faut être dans le top player pour après, en fait, monopoliser l'hôtel des ventes et vendre les objets les plus chers. Quand il y aura énormément de demandes et où en fait les gens qui vont rentrer, c'est des gens qui sont prêts à payer, ils s'en foutent de payer, tu vois. Et alors, moi j'ai l'exemple sur plein d'autres jeux qui sont un peu pay to win, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que tu mets de l'argent pour avancer plus vite dans le jeu ou accéder à des choses que les gens qui payent pas, auxquelles les gens qui payent pas n'ont pas accès. Quand tu as des jeux pay to win et que tu joues avec des gens qui ont de l'argent, moi j'ai déjà joué à des jeux pay to win avec des gens, avec des potes qui avaient de la thune, mais les mecs ils en ont rien à foutre de mettre 500 balles sur la table dès la première heure juste pour aller 10 fois plus vite, tu vois. Et genre, ils en ont vraiment rien à foutre. Et moi je suis aussi l'exemple, il y a des jeux pay to win où j'ai déjà dépensé pas mal d'argent juste pour aller plus vite. J'étais celui qui dépensait le moins d'argent dans le groupe. Alors j'avais les mecs, les top 1, top 2 dans le groupe qui dépensaient des thunes monstres pour un jeu alors que ça faisait 1 heure qu'ils jouaient, tu vois. Et donc je me dis, imagine sur Lost Relics, si le jeu prend vraiment, et parce que le mec en fait il est en train de build une équipe, en train de lever beaucoup d'argent apparemment, ça c'est en mode souterrain. Mais déjà ce qu'il a fait tout seul, vraiment, je vous conseille de tester juste le jeu, il est gratuit. Enfin, il est gratuit. Il y a une version premium où il faut payer pour accéder à la version premium. Mais bon, le jeu est gratuit. Et voilà. Ah, Bon, c'était très questionnement long tout fort, ce hein, que je t'ai putain. dit, mais je suis curieux de. Enfin, c'est trop cool et ce serait bien que tu essayes le jeu en fait 1 heure ou deux. Il y a une version Mac et une version Windows. Je pense que la version Mac doit quand même un peu galérer, un peu ramer. Mais si vous avez un Windows ou si vous avez Shadow ou autre, n'hésitez pas à tester. Et, euh, et ouais, c'est ouf, c'est ouf. Après, moi, j'ai joué 2 heures et je t'ai dit, j'étais dégoûté. Je me suis fait défoncer, j'ai perdu mon équipement. Et donc, en fait, j'ai perdu ce que j'avais farmé pendant les 2 heures. Et j'étais là en mode, mais merde, bah, tu sais quoi, je passe à l'hôtel de vente, j'achète un truc, tu vois. Schéma Et j'ai le premier classique. réflexe. Et en fait, je vois très bien les 100 000 joueurs, dont 30 000 qui en fait sont des jeunes ados qui sont devenus millionnaires grâce à la crypto, qui en ont rien à foutre de mettre 5 000 balles sur la table pour avoir tous les équipements possibles et inimaginables du jeu, tu vois. Putain, tu vois, c'est là que tu te dis, imagine WoW en mode crypto, Mais c'est ça. crypto-back économie, putain, mais ça doit être énorme. Ouais. Genre, je comprends même, enfin, si jamais aujourd'hui chez Activision, il n'y a pas des mecs qui planchent sur la token économie de leur jeu, et si possible décentralisée, moi, je retire toutes mes thunes d'Activision si j'en avais, quoi. Non, ouais, mais c'est pas si. Je pense qu'il faut être si radical que ça. Si, si, parce Mais non, que mais non. l'autre jour, attends, on va prendre un exemple très simple. Axie Infinity, là, je viens d'aller voir, c'est le market cap fully diluted. Donc, s'ils avaient émis tous les tokens qu'ils peuvent émettre, c'est 1,2 milliard de dollars. Je n'ai pas encore regardé là. Je peux regarder là. En théorie, je peux regarder maintenant rapidement la valorisation d'Activision. Ça ne doit pas être beaucoup plus. Ou enfin, pas démentiellement plus. Par contre, quand on compare le niveau de jeu Axie Infinity versus Blizzard, WoW, il y a encore une différence énorme entre les deux gameplays. Par contre, l'autre jour, tu as partagé sur Twitter, enfin l'autre jour, il y a 2 ou 3 semaines, tu avais partagé sur Twitter une photo que j'ai trop kiffé. C'était une vision d'artiste de ce que pourrait être Axie Infinity si on avait repris les codes d'identité de Blizzard et de WoW. Tu vois, on voyait un petit orc qui dormait en 2D, là, tu vois, et un Mhm. péon, tu peux venir le réveiller, etc. Avec un petit sanglier à la sortie d'Orgrimmar. Et tu te dis, putain, gros, mais ça, c'est le futur. T'imagines, aujourd'hui, en fait, on va reprendre un truc très simple. Si aujourd'hui, enfin, si on était né aujourd'hui et qu'on avait commencé à jouer comme on a joué à WoW quand on était jeune, aujourd'hui, dans un monde décentralisé et avec des tokens économiques, on serait probablement riche Je serais à l'heure riche, d'aujourd'hui. bah, je serais multimilliardaire, frérot. Mm. Oui, de ouf. Mais c'est pas. Mais par contre, c'est ça aussi, c'est ça le truc, c'est que la population de jeux tradis, c'est pas les crypto boys. Donc, qu'est-ce que tu vas mettre à l'hôtel des ventes de World of Warcraft maintenant, crypto, machin truc? Et les gens, ils vont rien capter, frérot. Tu vois, c'est juste pas Oui, la mais donc, population.
Bah donc voilà, donc dans 10 ans, il y aura un WoW-like en mieux, crypto backed. J'en Soit suis sûr et ça, certain. ou soit un jour, quelqu'un créera un outil, un SDK, un outil qui permet à Blizzard de plugger le SDK, ce que c'est de faire Engine en soi. Mhm. C'est un peu ça. En gros, tu es n'importe quel développeur de jeu, tu plugs un outil et en fait, ça te permet de développer des items qui en fait sont directement backés sur une marketplace ou qui se trade avec des tokens. Peut-être un jour, je sais pas. Je crois Engine, juste c'est que sur Ethereum ou pas? je sais pas, je sais pas. Ouais, je pense. Ok, Tire à bon, on voir. verra. Ou Matic, je sais plus trop. Je sais pas, j'ai pas les trucs techniques, je sais Ok, pas. super intéressant. Mais Je vais jouer, promis. ouais, ben juste teste un peu. Moi, j'étais dégoûté, vraiment. Je suis dead. J'ai perdu mes bails. Je savais pas qu'on perdait les items en fait. Et j'ai commencé à péter un plomb dans le chat. Je fais what the fuck, j'ai perdu mes items et tout. Et les gens m'ont dit bah oui, désolé. Et voilà, bah, si tu veux, tu peux aller en racheter ou tu peux aller repartir farmer 2 heures. Et j'étais là, putain. Ça m'a fait chier. Mais voilà. Voilà. C'est combien de temps là? Est-ce que je me lance dans un dernier truc ou est-ce qu'on ferme pour aujourd'hui? Ça fait une petite heure, mais si tu veux, vas-y, lance-toi sur un truc. Si t'es Non, confiant. ça va. Je suis confiant, mais on va le garder pour une autre fois. Parce que Ok, là, on a déjà bon bien bah. parlé, je trouve. Cool, on le garde. Épisode 19, c'est clos. Oubliez pas de liker la vidéo si vous êtes sur YouTube. Si vous êtes sur Apple Podcast, de mettre 5 étoiles et de lâcher un commentaire. Pareil, de lâcher un commentaire sur YouTube et de partager un de vos amis. Est-ce que tu as quelque chose de plus à dire? Non, absolument rien. Moi, personnellement, j'ai bien kiffé les commentaires qu'il y a eu en dessous de la dernière vidéo la dernière fois. C'était vraiment très, très enthousiasmant. Je trouve que les gens sont super bien intentionnés. Enfin, et ça, c'est Ça plaise. un des putains d'avantages de faire un podcast, c'est qu'après, tu reçois que des... Enfin, si tu arrives à filtrer les ondes négatives, et pour le moment, vraiment, on en a eu zéro, à part le dislike qui vient à chaque fois de ta newsletter. Ouais, moi j'avais une onde négative, un mec qui nous a envoyé un message par email et qui m'a Ouais. dit c'est vraiment naze ce que vous faites, parler avec ton pote, faut vraiment arrêter. Bon, voilà. Mais tu m'avais montré le mec, moi je m'en fous de ces Ouais, gens-là. bon, ouais, ouais. Mais sinon, on a que des ondes positives ou des gens qui se taisent, voilà, qui ne font pas de commentaires. Et les ondes positives en soi, elles sont tellement sympas, franchement, ça fait du bien. Ouais, donc Et continuez. ouais. Continuez dans les commentaires, faites-le publiquement, like, commentaire, c'est ça qui va nous aider avec l'algo. Bon, du coup, je te laisse, épisode 19 dans la boucle. Le prochain épisode, c'est l'épisode 20. Est-ce que tu t'imagines qu'on sera déjà à 1/5 de l'objectif? J'ai l'impression que ça Ça va de va plus en plus vite. lentement, moi. Ah, moi, j'ai de Justement. plus en plus vite. Ah, moi, j'ai l'impression, là, c'est bon. Là. Demain, on a fait 100 épisodes, frérot. Oui, C'est oui, bon. mais je sais pas. Et après, Je suis bon, déjà bah, en je vais train de commencer. penser à qu'est-ce qu'on fait après les 100 épisodes, parce qu'il faut que le niveau il step up, tu vois. On en parlera. On en parle, on en parle là, on en parle là. Allez, je te laisse. En tout cas, il faudra fêter ça dignement, à mon avis, Ouais, même au 50e épisode. ouais, on fera quelque chose. On va y réfléchir. On va y réfléchir. Ok. Bon, je te laisse. Ciao, Allez, ciao. ciao, ciao!